Bonjour à tous, Emmanuel Métivier. Si vous voulez me contacter, je vous ai mis mon Twitter Métivier. Donc n'hésitez pas à envoyer des messages, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Donc j'ai la lourde tâche de recommencer cet après-midi. Je vais essayer de ne pas vous endormir pendant l'heure de la sieste en vous présentant un beau projet qui a aujourd'hui, qui a en septembre soufflé ses deux bougies, qui a 2 ans, qui est le Crédit Agricole Store. Alors, qu'est-ce que le Crédit Agricole Store ? C'est un projet qui a quand même gagné pas mal de prix, dont le prestigieux Best of Show du Finovate en 2013. C'est un projet qui a démarré en 2012, qui, au bout de 6 mois, entrait en phase de pré-production. Donc, c'est un projet quand même assez rapide, qui draine aujourd'hui 100 000 visiteurs par mois, donc ça, c'est des vieux chiffres, qui a 80 000 clients. Donc, on pourra dire que c'est pas forcément beaucoup, mais en tout cas, c'est 80 000 clients récurrents qui, tous les mois, utilisent les applications, qui a un beau score, on doit être à 32 000 fans sur notre page Facebook. Donc ça montre qu'on est sorti un petit peu de l'image du banquier traditionnel, et qui a 1260 développeurs, followers qui nous suivent sur Twitter. Alors, je vais commencer par l'origine et d'où vient ce projet Crédit Agricole Store. À la base, c'est une double réflexion. La première réflexion qui est de se dire que sur les stores standards, qu'on est un client Crédit Agricole ou un client d'une grande banque, c'est très dur de s'y retrouver. Au-delà du million et quelques d'applications qui sont dans ces stores, vous tapez le mot banque ou le mot finance, vous tombez sur 140 000 applications qui sont parfois très bien réalisées, qui peuvent concurrencer, même parfois dépasser en termes de qualité les applications traditionnelles qu'on est capable de réaliser en interne, mais qui ne sont pas forcément celles que nous voulons voir entre les mains de nos clients. Je ne reviendrai pas sur toutes les problématiques de sécurité, mais en tout cas, il est clair que certaines de ces applications posent problème. Donc la double problématique pour le client, à la fois, c'est comment choisir la bonne application parmi ces 140 000. Et pour les banques, on a aussi un vrai souci, c'est quelle visibilité nous avons, nous, en tant que banque, dans les stores. Pour petit rappel, la dernière pub sur l'App Store, c'était avant-hier, qui mettait en avant justement les applications financières. Je peux vous assurer que les grandes banques françaises, on n'était pas vraiment bien positionnées. Au-delà de ça, la deuxième problématique, c'est ce slide, c'est de se dire comment, aujourd'hui, dans le monde du numérique qui casse un petit peu tous les codes, une petite boîte comme WhatsApp, en 2 ans et demi, 3 ans, avec 55 cerveaux, bien fait dans la Silicon Valley, est capable d'obtenir une capitalisation de plus de 22 milliards de dollars, alors que des grandes sociétés traditionnelles, comme les banques ou comme d'autres, là j'ai pris un modèle industriel de Peugeot qui a, au bout de 118 ans, avec 120 000 personnes, capitalisé 2 milliards de dollars. Quelque part, quand même, ça interroge. Aujourd'hui, on est obligé de s'interroger et de se dire que ce modèle qu'on a tous connu aujourd'hui, il est disrupté à tous les niveaux. Alors on a pour habitude de se gausser de la musique qui est en train de se faire bouffer par le streaming online de Spotify, ou par Kodak, inventeur de la photographie numérique, qui est mort de cette invention qu'il a eue lui. Mais en fait, la vraie question qui se pose à nous, c'est qu'on est tous les Kodak de demain. On va tous être disruptés. Alors si on regarde un petit peu plus au niveau de la banque, nous... sur notre domaine, alors j'ai pris la belle façade de notre filiale LCL, boulevard des Italiens, superbe établissement, et quand on voit qu'on est disrupté à la fois sur les paiements, Apple Pay pour moi il disrupte pas vraiment, mais par contre Google qui fait le tour des commerçants en filant un TPE gratuit et 0 frais de commission, là ça commence à poser question. La monnaie, le Bitcoin, sur la partie, alors j'ai cité Willow parce que j'aime bien cette idée, même si elle nous disrupte à fond, vraiment à fond. Cette possibilité de faire du change sans le taux de change, je trouve ça complètement génial. C'est-à-dire que vous revenez aux États-Unis avec des dollars en poche, plutôt que de perdre 15% dans le change, vous rencontrez quelqu'un qui part aux États-Unis et le change se fait de manière assez transparente. Donc on voit qu'on est disrupté à tous les niveaux, et surtout ce qu'on disait ce matin, on est disrupté sur la relation client. C'est-à-dire que là, je vous ai montré quelques print screen d'applications traditionnelles web ou d'applications mobiles qui aujourd'hui sont très bien faites, mais qui nous posent, nous, la question de banquier, est-ce qu'on veut conserver cette relation qu'on a aujourd'hui sur nos clients, majoritairement sur le mobile. Alors sur le mobile, je l'entends au sens large, vous allez voir tout à l'heure ma réponse à ça. On devait réagir, Crédit Agricole s'est donc posé de la manière de réagir, et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait prendre le contre-pied de tout ce qu'on faisait jusqu'à présent. Systématique.
On va commencer par la conception. On va arrêter de se dire on va concevoir une application en chambre avec un service marketing. On va poser directement la question à nos clients de quel est le besoin réel qu'ils auraient et qui serait couvert par un usage de la banque. Pour rappel, la banque n'est jamais un usage, n'est jamais une fin en soi, c'est un moyen de répondre à un besoin qui peut être le besoin, je vais m'acheter un appartement, donc je veux me loger, je vais acheter une voiture. La banque est un moyen. Donc on pose la question au client, quels sont ses besoins ? On le pose de deux manières. On a mis en place tout un système d'open innovation assez traditionnel avec une série d'ateliers de co-création qu'on mène en région avec nos clients, mais aussi un site web qui aujourd'hui recueille à peu près, je crois, on a 230 idées qui sont déposées par nos clients ou par nos collaborateurs, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus, qui ont souvent des très bonnes idées et ils sont en relation directe avec les clients. Donc les idées, elles viennent directement des clients. On a quasiment plus à faire que le cahier des charges final, parce que franchement, le client va très loin dans la spec. Ensuite, derrière, le développement. Et ça, c'est tout un poème. Moi qui viens des services informatiques, je sais qu'on a passé des années, voire des dizaines d'années à faire passer nos développeurs de COBOL à Pykebase, puis encore une dizaine d'années pour les faire passer à Java. Et là, bad luck, dans le monde du mobile, rien que sur iOS, on va leur dire, vous allez faire du C# et puis 6 mois après, non, c'est du Swift. C'est juste impossible sur ces nouveaux terminaux au sens large de faire suivre des services informatiques traditionnels. Et qu'on ne parle pas de méthode agile, on est bien au-delà de tout ça. On est sur du savoir-faire, sur des terminaux qu'on ne maîtrise pas. Alors plutôt que de se dire on va essayer de maîtriser et puis on va foutre des claques, on s'est dit on va faire développer par les gens qui savent. Et aujourd'hui on a construit une coopérative de développeurs. Aujourd'hui on a une trentaine de boîtes qui nous ont rejoints dans cette coopérative qu'on a appelée les Digiculteurs et qui ont passé un contrat de développement avec nous et donc ils peuvent développer sur ces nouveaux terminaux. Alors on avait les idées, on avait les développeurs. Comment faire pour que ces développeurs développent des super applications ? On a ouvert complètement notre système d'information bancaire. Alors on l'a ouvert sous forme d'API, c'est-à-dire de prise programmatique complètement sécurisée, aux normes de ce qui se fait aujourd'hui de plus in en termes de développement. On est sur des web services REST JSON, ce qui permet à ces développeurs d'utiliser toutes les briques techniques. Grosso modo, ils sont capables de refaire une banque en ligne avec nos interfaces programmatiques. Puis en plus de ça, pour rassurer les clients, on a fait un store. Ce store, en fait, c'est un endroit dans lequel on peut diriger nos clients en disant vous cherchez quelque chose sur du mobile ou sur des nouveaux terminaux, peu importe, allez sur Crédit Agricole Store et derrière vous trouvez des applications qui ont été validées en termes de sécurité par la banque. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que sur ce domaine qu'on ne pouvait pas se tromper, sur le modèle de sécurité. Donc on a mis en place des tas de choses autour de la sécurité et notamment autour de l'anonymisation des données qui sortent de nos systèmes d'information, qui permettent aux développeurs de développer des applications. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a factorisé toute la sécurité. Donc aujourd'hui, n'importe quel développeur peut développer très rapidement une application sans avoir à passer tous les comités de sécurité et autres qui sont habituellement le parcours obligé des développements d'applications bancaires. Toute cette partie de gestion de la sécurité a permis d'accélérer énormément le développement. Aujourd'hui, dans le Crédit Agricole Store, on a plus de 40 applications. Je crois qu'on a 44 applications. On a une nouvelle encore hier. Là où, avant, quand on sortait une application tous les ans, tous les 2 ans, c'était bien. Donc on voit qu'on a énormément de nouvelles applications qui sont sorties et qui peuvent être des applications avec plein d'objets différents. Ça pose le problème de nos responsables marketing qui nous ont toujours vendu le fait que c'est le reface d'Henry Ford. Si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit un cheval plus rapide. Ça marche. Ça marche seulement si vous avez un Steve Jobs ou un Henry Ford dans votre boîte. Nous, on ne l'a pas trouvé encore. Alors peut-être qu'il y en a certains chanceux qui l'ont. Aujourd'hui, nous, on fait plus confiance dans les clients. On leur demande ce dont ils ont besoin et ils nous répondent. Alors, ils nous répondent comment ? On a des clients, par exemple, qui nous ont demandé j'aimerais bien géolocaliser mes dépenses parce que tous les mois, je reçois un relevé de compte et puis à chaque fois, il y a une ligne, je ne sais pas à quoi ça correspond. Si je pouvais savoir au moins où j'ai dépensé cette ligne, ça m'aiderait. Cette idée a été reprise par un digiculteur qui, en 3 semaines, montre en main entre l'idée et la mise en production dans le store, 3 semaines, c'est quand même assez rapide, a développé cette application qui s'appelle GeoFacto et qui permet de géolocaliser les dépenses et au même titre, au même moment, de voir sur une carte quelles sont les zones les plus dangereuses pour votre carte bancaire. D'autres un peu plus professionnels nous disaient on est toujours embêté avec les notes de frais parce qu'on fait des notes de frais et puis une fois sur 2 on se pose la question de savoir si elles ont bien été remboursées. Là c'est pareil, ça a mis un petit peu plus de temps, ça a dû mettre 1 mois et demi entre le moment où le professionnel a déposé cette idée et le moment où l'application Easy Note de frais qui permet donc de scanner sa note de frais, d'envoyer cette note de frais au service comptable et une fois qu'elle a été remboursée de la toper comme étant validée, d'être développée, d'être en store et d'être utilisable.
Alors, on a des développements externes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette ouverture des API du système d'information a permis... Alors nous, on est un groupe très complexe, on a 39 caisses régionales qui ont toutes des super bonnes idées en termes d'innovation. Seulement, ces idées en termes d'innovation, jusqu'à présent, elles bloquaient parce qu'à un moment, quand l'innovation elle doit aller en production, on est coincé, il faut faire appel aux services informatiques traditionnels. Grâce à ça, les innovations des caisses régionales peuvent être distribuées directement aux clients et fonctionner avec les clients sans pour autant passer par les processus et les méthodologies traditionnelles de l'informatique. Donc on voit qu'on a par exemple des caisses régionales qui ont énormément travaillé sur la relation client avec la possibilité très tôt d'envoyer des mails ou de communiquer avec le client via de l'application mobile. Elles ont pu les mettre en production et après derrière ça a pu être repris par des applications je dirais plus traditionnelles développées en interne. Alors on a mis en place aussi ce système qui permet, à travers une identité unique qui est donnée aux clients, de fédérer des services. Nous, on est un groupe assez compliqué. On avait les Quickso, on a les Toolkits, on a 39 caisses régionales qui sont des banques qui sont autonomes. On a de l'assurance. Et à chaque fois, on gérait des identités différentes. Grâce à cet outil d'identité qui est derrière le Castor, on est capable d'offrir à un développeur la possibilité d'avoir un service, une identification, et derrière d'accéder à tous les services de la banque. Alors, très récemment, on s'est posé la question de se dire, on a développé quelque chose d'assez intéressant pour de la sécurité, basé sur l'identité de nos clients. Est-ce que nous, en tant que banque, on n'aurait pas quelque chose à regarder sur tout ce qui tourne autour de ce dont on parlait ce matin, des données privées de nos clients, des données à caractère personnel de nos clients, et on s'est dit qu'il fallait qu'on regarde quand même ce domaine de la privacy. D'autant que, de plus en plus, l'Internet des objets, l'IoT, comme on dit en anglais, génère une manne d'informations qui est extraordinaire. Là, c'est une pub de ce que propose l'écosystème Android en termes d'objets connectés. Vous voyez que l'humain est déjà connecté de la tête aux pieds, et vous n'êtes peut-être pas aujourd'hui avec des chaussettes connectées, mais demain, ça ne va pas tarder à l'être. On a, en plus de ça, pour nous, une vision... Nous qui voulons nous positionner aussi sur l'accompagnement dans la santé, dans le maintien de la personne à domicile, pour nous, l'ultime objet connecté, c'est l'humain. Cette personne, Larry Lessler, à 33 ans, a recouvré la vue grâce à un objet connecté qu'on avait implanté dans sa rétine et qui lui permettait, alors pas forcément une image de très bonne qualité, mais aujourd'hui on contrôlait directement les cellules, c'est même pas des cellules nerveuses, là, on parle directement des cellules de la rétine, c'est-à-dire une extension du cerveau. C'est contrôlé par la machine. Autre objet humain, c'est les prothèses neurocontrôlées. On a vu qu'aujourd'hui, je crois que c'était fin octobre, les prothèses étaient complètement neurocontrôlées. Donc aujourd'hui, on était capable d'avoir une sorte d'union intime entre la machine et l'humain qui nous pose des questions, nous, sur tout ce qui est données connectées par tous ces systèmes de l'Internet des objets. Et il y en a qui ne se trompent pas. Quand on voit ce que Google fait aujourd'hui, ils ont tout compris. Ils sont en train de racheter toutes les boîtes qui tournent autour de ce qu'on appelle les NBIC, les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives. Ils sont en train de tout racheter parce que derrière, c'est une source de données hyper impressionnante. Quand vous voyez des lentilles connectées qui vous permettent d'avoir la glycémie des patients en direct, je peux vous assurer qu'il y a quelques assurances qui seraient quand même très contentes d'avoir ce genre d'informations. 23andMe, la boîte de la femme de Sergey Brin, propose un décodage du génotype humain pour $1,000 aujourd'hui, $100 demain. Donc on saura tout sur l'ensemble de votre génome. Calico qui est une boîte qui a été créée par le CTO de Google, promet simplement, grâce à l'analyse de ces données, plus de 20 ans de durée de vie en moyenne en 2035. À bien y réfléchir, on est en 2015, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, potentiellement, on se rapproche plus de la date de notre mort. C'est quand même, ça pose quand même question. Google a racheté toutes les sociétés qui font dans la robotique. Alors Boston Dynamics, c'est la plus importante, c'est celle qui fournit tous les robots à l'armée américaine. Mais les 20 plus grosses sociétés de robotique sont rachetées par Google, sans parler de Genomics, la dernière annonce de Google, qui est de se dire, bah voilà, aujourd'hui on a la puissance de traitement nécessaire, on a la puissance de stockage nécessaire, on sait décoder les génomes individuellement. Bah, ce qu'on se propose, c'est de décoder l'ensemble du génome de tous les humains et de les stocker en ligne. Donc tout ça, ça nous pose problème parce que derrière, en fait, cette récupération de données, ils ont mis en place des choses assez intéressantes. J'ai cité Magic Leap parce que simplement ce matin, on disait que le projet Google Glass était mort. Et c'est vrai, tu as raison, le projet Google Glass est mort. Il est remplacé par des choses beaucoup plus intéressantes. On peut directement faire penser à un client
un objet en 3 dimensions qui apparaîtrait dans sa main. C'est quand même vachement plus intéressant que de faire un petit affichage dans un coin d'une lunette. 500 millions de dollars quand même. Google a mis sur la table pour acheter Magic Leap, c'est pas rien. Derrière tout ça, derrière la privacy au sens large, la vraie question qu'il faut tous qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va continuer à se laisser piller, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, l'ensemble des données, qui sont les données privées, les données confidentielles de nos clients par les GAFA sans réagir. Alors comment ils font C'est très simple. Hein. Ils ont 2 petits boutons qui s'appellent le Facebook Connect et le Google Connect. Et aujourd'hui, quand vous achetez un objet connecté, que ce soit une station météo, que ce soit un tensiomètre, que ce soit une balance ou une montre connectée, pour consommer les services de ces objets connectés, la première chose qu'on vous propose, c'est connectez-vous avec Google Connect ou Facebook Connect. Alors c'est génial, hein, mais il faut savoir que derrière, c'est eux qui récupèrent toutes les informations par rapport à ce que vous êtes en train de déployer dans ces objets. Alors nous, ce qu'on a pensé en 2014, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on réagisse par rapport à ça. Et toute la partie anonymisation et sécurité de nos clients, on l'a déporté dans ce qu'on appelle le CA Connect pour l'instant, mais qui peut évoluer de nom, et qui fait que, on espère, le 2014, ça sera pas le 84 orwellien que je viens de vous montrer. Donc, est-ce qu'on est bien positionné pour faire ce genre de choses ? Quelqu'un ce matin a déjà donné la réponse. Oui, les institutions financières sont les premières institutions en termes de confiance qu'ont les clients pour conserver les données numériques, les données personnelles, les données confidentielles, au même titre qu'on conserve aujourd'hui les données financières. Comment ça fonctionne pour le client ? Notre client, il va se créer une identité dérivée, quelque chose qui va lui permettre, une espèce de passeport numérique, qui va lui permettre de se masquer de ces géants du web tout en consommant ses services. Donc il crée une identité dérivée, moi je m'appellerai Toto23 par exemple, et une fois qu'il a créé cette identité dérivée, il va rattacher ses différents comptes. Alors ça peut être des comptes de banque, mais ça peut être d'autres choses, ça peut être sa voiture connectée, ça peut être son tensiomètre. Il va rattacher ses comptes, et une fois que ce rattachement sera fait, une fois et une seule, plus jamais ne circulera sur Internet les données d'état civil de ce client. C'est-à-dire que ce ne sera plus Monsieur Métivier, mais ce sera Toto23. Donc quelqu'un qui pourra écouter ou qui pourra pirater quelque part le flux de données ne saura pas le rattacher individuellement à une personne au sens de l'état civil. Donc on a une véritable garantie de l'identité numérique du client, que cette identité soit préservée. La vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est que par rapport à ces géants du web, nous sommes des nains. Est-ce qu'on va être des nains un petit peu intelligents ou des nains aussi bêtes que ceux qui, dans les années 80, ont développé le VHS, le Betamax, le V2000 avec des standards incompatibles, ou plus récemment avec le HD-DVD et le Blu-ray ? Nous, on imagine bien que ce CA Connect, qui se rappellera plus CA, mais qui se rappellera Connect, France Connect, ou je sais pas, a une vraie valeur pour préserver l'identité numérique de nos clients. Et ce qu'on se propose, c'est que ce CA Connect fédère non seulement tous les services de notre groupe, mais puisse aussi fédérer les services de fournisseurs d'énergie, de transport, de la santé, tout simplement en proposant que ce service soit compatible, donc on s'entende sur des briques de sécurité. Donc le message que je voulais faire passer ici, j'espère que je vais me faire comprendre, c'est que toute la partie Open Innovation qu'on a construit au départ, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour créer ensemble ce standard qui va permettre de préserver l'identité de nos clients. Et je vous inviterai à venir me voir pour qu'on puisse en discuter et puis qu'on puisse voir comment on peut échanger sur ces standards. Merci à tous.